Bienvenue dans ce premier volet de nos chroniques consacrées aux mystères qui hantent notre quotidien. Je m'appelle Léo et je vais vous raconter l'histoire d'Anita. Anita est une jeune femme tout à fait ordinaire qui vit dans un petit appartement en ville. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, elle a ressenti une étrange sensation de froid. Elle s'est levée pour fermer les rideaux, mais s'est arrêtée net devant son propre reflet. Juste derrière son épaule, dans le reflet du verre, une ombre immobile l'observait. Anita s'est retournée brusquement, mais la pièce était absolument vide. Elle a mis cela sur le compte de la fatigue et du stress de sa longue journée. Cependant, une sensation de brûlure a commencé à se propager sur son épaule gauche. En soulevant sa bretelle, elle a découvert une marque violacée qui n'était pas là quelques minutes plus tôt. C'était un hématome profond, dessinant presque la forme de longs doigts glacés. Elle s'est alors souvenue que l'ombre dans le reflet semblait poser sa main exactement à cet endroit. Comment une simple image dans un miroir peut-elle laisser une trace physique aussi réelle ? Anita a passé le reste de la nuit avec toutes les lumières allumées, incapable de fermer l'œil. Elle entendait des craquements sourds provenant de la vitre du salon. Au matin, la marque était devenue encore plus sombre, presque noire. Léo explique que ce genre de manifestation physique est rare mais extrêmement documenté. Anita a fini par déménager quelques semaines plus tard, fuyant cet appartement maudit. Mais elle affirme que parfois elle sent encore ce froid soudain sur son épaule. Ce n'est que le début d'une série de témoignages qui vont vous glacer le sang. Nous allons maintenant quitter le confort des appartements urbains pour un lieu bien plus sinistre. Imaginez un château abandonné au milieu des plaines brumeuses du nord de la France. C'est là qu'Antoine, un passionné d'exploration urbaine, a décidé de passer une nuit. Il ne savait pas encore que sa caméra allait capturer quelque chose d'impossible. Léo nous prévient, les images qui suivent demandent une attention particulière. Dans les couloirs du château, le silence n'était qu'une illusion. Antoine a entendu un bruit de pas lourds venant des étages supérieurs. Il a immédiatement éteint sa lampe pour ne pas se faire repérer par d'éventuels squatteurs. C'est alors que, dans l'obscurité totale, une forme s'est dessinée au bout du hall. Ce n'était pas un homme, mais une masse sombre qui semblait absorber la lumière. Antoine a rallumé sa lampe et la forme avait disparu instantanément. Mais en visionnant les enregistrements le lendemain, il a vu ce qu'il avait manqué. La caméra avait capturé la silhouette pendant plus de 30 secondes sans qu'il ne s'en aperçoive. Comment une présence aussi imposante a-t-elle pu rester invisible à l'œil nu ? Léo fait le lien entre l'expérience d'Anita et celle d'Antoine. Dans les deux cas, le monde des ombres semble vouloir marquer notre réalité. Des témoins rapportent souvent des bruits de grattement sous le plancher après de telles visions, comme si quelque chose essayait de sortir de la structure même du bâtiment. Ces histoires ne sont pas de simples légendes urbaines, elles sont vécues par vous. Mais qu'arrive-t-il quand l'entité décide de ne plus simplement se cacher dans l'ombre ? Et si la prochaine marque physique n'était pas un simple hématome, mais quelque chose de permanent ? Alors qu'Antoine s'apprêtait à quitter le château, il a entendu un rire d'enfant résonner dans le vide. Il a couru vers la sortie, mais la porte principale était désormais verrouillée de l'extérieur. En se retournant, il a vu des dizaines de mains blafardes se presser contre les vitres hautes. Que s'est-il passé durant les heures qui ont suivi son enfermement ? Tandis qu'Anita cherchait encore des réponses à ses blessures, un autre récit nous parvient du nord de la France. Antoine est un passionné d'exploration urbaine qui ne craint d'ordinaire rien ni personne. Ce soir-là, il s'était fixé pour objectif de pénétrer dans un vieux château laissé à l'abandon depuis des décennies. Le silence qui entourait l'édifice était presque palpable sous la brume légère. Antoine ajuste son sac à dos et vérifie une dernière fois sa batterie de caméra. Le grincement de la porte d'entrée résonne comme un avertissement dans la cour déserte. Il pénètre dans le hall principal où l'air est chargé de poussière et d'humidité. Des lambeaux de tapisserie pendent lamentablement le long des murs décrépits. Chaque pas sur le parquet vermoulu produit un craquement sinistre qui s'amplifie dans le vide. Antoine ressent soudain une étrange sensation de froid qui lui parcourt l'échine. Il attribue cela au courant d'air fréquent dans ces structures ouvertes aux quatre vents. Il allume alors sa deuxième lampe pour éclairer les recoins les plus sombres de la salle de bal. C'est à ce moment précis qu'il remarque un détail inhabituel dans le miroir terni au fond de la pièce. Une ombre semble s'être déplacée juste à la limite de son champ de vision. « C'est juste mon imagination », murmure-t-il pour se donner du courage. Il décide de monter à l'étage pour explorer les anciennes chambres de maître. L'étage supérieur semble encore plus oppressant, comme si les murs se resserraient sur lui. Il filme les détails des boiseries rongées par les insectes et le temps. Soudain, un bruit sourd retentit au bout du couloir, comme un objet tombant au sol.
Il braque sa lampe vers l'origine du son, mais ne voit que du vide. Son cœur commence à battre plus vite dans sa poitrine. Il vérifie son écran de contrôle et remarque que la température de la pièce a chuté brutalement. De la buée s'échappe maintenant de sa bouche à chaque expiration. Il s'approche d'une porte entrouverte au fond du couloir. À l'intérieur, une silhouette se tient debout, parfaitement immobile, au centre de la pièce. Antoine s'arrête net, le souffle coupé par la vision d'horreur. Il essaie de parler, mais aucun son ne sort de sa gorge nouée. La forme ne semble pas respirer et ne possède aucun trait de visage distinct. Pris d'une impulsion, Antoine braque sa lampe puissante directement sur la créature. Au lieu de s'enfuir, l'ombre semble absorber la lumière sans projeter de reflet. Antoine recule d'un pas, ses jambes flageolantes menaçant de le lâcher. Un murmure incompréhensible semble alors s'élever des boiseries du château. « Qui êtes-vous » parvient-il enfin à bégayer d'une voix tremblante. La silhouette penche lentement la tête sur le côté dans un mouvement non humain. Antoine fait volte-face et commence à courir vers l'escalier. Derrière lui, il entend des pas lourds qui martèlent le sol avec une régularité mécanique. Il dévale les marches 4 à 4, manquant de tomber à plusieurs reprises. La porte d'entrée semble plus loin qu'à son arrivée, comme si l'espace s'allongeait. Il atteint enfin le hall d'entrée et se jette sur la poignée de fer. La porte refuse de céder, comme si une force invisible la maintenait fermée de l'extérieur. Il se retourne et voit la silhouette apparaître en haut de l'escalier, dominant le hall. Antoine sort son téléphone pour appeler à l'aide, mais l'écran n'affiche qu'un grésillement statique. La créature commence à descendre les marches sans un bruit, glissant presque sur le sol. Antoine frappe contre le bois de la porte dans un ultime élan de désespoir. La silhouette s'arrête à seulement 3 mètres de lui, sa présence dégageant une odeur de soufre et de vieux papier. Soudain, toutes les lumières du château s'éteignent d'un coup, plongeant le hall dans un noir total. Antoine sent alors une main glacée se poser délicatement sur son épaule droite. Est-ce la fin pour Antoine ou le début d'un cauchemar encore plus vaste ? Tandis qu'Antoine fuyait l'ombre du château, une autre histoire s'écrivait dans le silence d'un appartement parisien. Marie-Hélène n'a jamais cru aux fantômes jusqu'à ce que son propre instinct ne la trahisse. Elle se souvient avec précision de ce dimanche après-midi où tout a basculé. Un sentiment de lourdeur soudaine s'est abattu sur ses épaules sans aucune raison apparente. Sa grand-mère, pilier de sa vie, était hospitalisée à des centaines de kilomètres de là. Marie-Hélène a ressenti un froid glacial lui traverser le cœur à l'instant précis de 16 heures. Le téléphone a sonné quelques minutes plus tard, confirmant ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. La nouvelle est tombée comme un coup près, laissant Marie-Hélène dans un état de choc second. Mais le deuil n'était que le premier chapitre de cette étrange semaine. Dès la première nuit après l'enterrement, les bruits ont commencé dans la chambre d'amis. Des craquements de parquet rythmaient ses insomnies, imitant le pas lourd de son aïeul. Elle pensait d'abord que sa maison travaillait simplement avec les changements de température. Cependant, l'odeur de lavande que portait toujours sa grand-mère a commencé à envahir les pièces. Marie-Hélène n'utilisait aucun parfum de ce type dans son quotidien. Un soir, alors qu'elle lisait dans son salon, elle a senti une pression sur son genou. Le tissu de son pantalon s'est enfoncé comme si une main invisible s'y appuyait. Elle est restée totalement pétrifiée, incapable de pousser le moindre cri. Chaque fois qu'elle se retournait, elle avait l'impression d'apercevoir une silhouette disparaître au coin de l'œil. Les objets commençaient aussi à changer de place de manière inexpliquée. Elle a essayé de parler à voix haute, demandant à l'entité de la laisser tranquille. En guise de réponse, une pile de livres est tombée d'une étagère avec un fracas assourdissant. Ce n'était plus une présence réconfortante, mais une force qui semblait réclamer son attention. Les nuits blanches se sont accumulées, transformant sa maison en un labyrinthe d'angoisse. Elle a remarqué que les phénomènes se produisaient toujours près du fauteuil préféré de sa grand-mère. Un soir, elle a décidé de s'asseoir dans ce fauteuil pour affronter ses peurs. Instantanément, elle a ressenti une caresse glacée sur sa joue droite. C'était le même geste affectueux que sa grand-mère faisait pour la consoler autrefois. Mais la tendresse a rapidement laissé place à une sensation d'oppression beaucoup plus sombre. Les lumières de l'appartement ont commencé à grésiller violemment. Marie-Hélène a voulu se lever, mais ses jambes semblaient soudainement peser des tonnes. Elle a entendu un murmure indistinct juste derrière son oreille gauche. Ce n'était pas la voix de sa grand-mère, mais un son guttural et étranger. Dans un élan de survie, elle a réussi à s'extirper du fauteuil et à s'enfuir vers la cuisine. Elle a verrouillé la porte de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'elle a remarqué des marques rouges apparaître sur ses propres bras. Des empreintes de doigts, trop larges pour être humaines, se dessinaient sous sa peau.
Elle a réalisé que quelque chose s'était attaché à elle le jour de la mort de sa grand-mère. Marie-Hélène a compris qu'elle devait quitter cet appartement immédiatement pour sa propre sécurité. En sortant, elle a entendu un dernier rire étouffé résonner dans le vide de l'entrée. Si Marie-Hélène a pu fuir son domicile, d'autres n'ont pas cette chance face à des esprits ancrés dans les murs. Car au-delà des appartements privés, des lieux publics cachent des secrets bien plus sombres et persistants. À quelques kilomètres de là, un centre de loisirs s'apprête à révéler son propre spectre. Qui était Philippe et pourquoi son nom provoque-t-il encore des frissons chez ceux qui fréquentent ces lieux? Les portes du centre grincent et l'ombre d'un ancien animateur semble s'étirer sur les murs. Préparez-vous à entrer dans un lieu où les jeux d'enfants cachent une réalité bien plus terrifiante. Le centre de loisirs semblait tout à fait ordinaire sous le soleil de l'après-midi. Les rires des enfants résonnaient autrefois dans ces couloirs maintenant silencieux. Pourtant, une atmosphère lourde pesait sur le personnel depuis le décès tragique de Philippe. Philippe était un animateur adoré de tous, dévoué corps et âme à son travail. Son départ soudain avait laissé un vide immense dans le cœur de l'équipe pédagogique. Très vite, des bruits de pas ont commencé à se faire entendre dans les combles. Les employés pensaient d'abord à des rongeurs ou au travail naturel du bois. Mais le rythme des pas était trop régulier et trop lourd pour un simple animal. Une stagiaire a juré avoir vu une silhouette familière traverser la cafétéria. La forme portait le même gilet rouge que Philippe mettait toujours pour les sorties. Les portes verrouillées se retrouvaient souvent grandes ouvertes au petit matin. Les clés restaient pourtant bien en place dans le coffre-fort de la direction. Une sensation de froid glacial envahissait parfois certaines pièces sans raison apparente. Les alarmes de sécurité se déclenchaient au milieu de la nuit sans aucune intrusion détectée. Les techniciens ne trouvaient jamais de faille électronique dans le système. Les objets commençaient à se déplacer seuls sur les bureaux des éducateurs. Un jour, un pot à crayon s'est renversé violemment devant 3 témoins. Le directeur a tenté de calmer le jeu en invoquant des courants d'air. Cependant, même lui a fini par douter lorsque son propre fauteuil a pivoté brusquement. Une odeur de tabac blond, celui que fumait Philippe, flottait parfois dans le hall. Personne dans l'équipe actuelle ne fumait cette marque spécifique. Les enfants, plus sensibles que les adultes, ont commencé à mentionner le monsieur qui sourit. Ils décrivaient un homme qui les regardait jouer depuis le fond de la salle. Une petite fille a refusé d'entrer dans la salle de sieste pendant une semaine entière. Elle affirmait que Philippe lui demandait de faire moins de bruit pour ne pas réveiller les autres. Les jouets électroniques s'allumaient tout seuls en pleine nuit, jouant des mélodies joyeuses dans le noir. Le gardien de nuit a fini par démissionner après avoir entendu son nom murmurer à son oreille. Il était seul dans le bâtiment, toutes les issues étant verrouillées de l'intérieur. Léo a reçu plusieurs témoignages concordants sur ce lieu précis du Pas-de-Calais. Les anciens collègues de Philippe se demandaient s'il n'essayait pas de finir sa dernière journée. Son dévouement était tel qu'il semblait incapable de quitter son poste. La manifestation la plus terrifiante s'est produite lors d'une fête d'anniversaire. Tous les ballons de la salle se sont élevés vers le plafond simultanément sans aucun vent. Puis ils ont tous éclaté en même temps dans un fracas assourdissant. L'énergie dans la pièce est devenue si lourde que plusieurs parents ont quitté les lieux. Des caméras de surveillance ont filmé des orbes lumineuses gravitant autour des lits. Ces lumières semblaient avoir une trajectoire intelligente et délibérée. Les phénomènes ne faisaient qu'augmenter en intensité de semaine en semaine. Mais Philippe n'était pas le seul à hanter les pensées du personnel cet hiver-là. Une présence bien plus physique et agressive commençait à se manifester dans les ombres. Les objets volants allaient bientôt laisser place à des interactions bien plus directes. Soudain, un cri retentit depuis le sous-sol, brisant le silence de la fermeture. Quelque chose venait d'attraper la cheville de la stagiaire dans l'escalier. Elle se débattit frénétiquement alors que la force invisible la tirait vers le bas. Ce n'était plus seulement l'esprit protecteur de Philippe qui habitait ces murs. L'atmosphère dans la salle de jeu du centre de loisirs devint soudainement électrique. Les enfants s'arrêtèrent de crier, comme s'ils attendaient un signal invisible. Un petit ballon en mousse commença à léviter doucement au centre de la pièce. Les regards des petits suivaient la trajectoire impossible de l'objet. Une petite fille pointa du doigt le vide en murmurant le nom de Philippe. Elle semblait converser avec une présence que les adultes ne percevaient pas. Soudain, une pile de livres sur l'étagère fut violemment projetée au sol. Le bruit sourd de l'impact fit sursauter les animateurs présents. Les portes des casiers se mirent à claquer en une symphonie chaotique. Une sensation de froid intense envahit brusquement l'espace chauffé. Philippe ne se contentait plus de simples apparitions discrètes. Son sifflet d'animateur fut entendu résonner dans les conduits d'aération.
Les dessins des enfants commencèrent à représenter le même visage barbu. L'équipe pédagogique ne savait plus comment justifier ces incidents. Durant la sieste, les lits de camp se mirent à vibrer simultanément. Une voix d'outre-tombe murmura des consignes de jeu oubliées. Les jouets électroniques s'activèrent sans qu'aucune pile n'y soit insérée. La panique commença à gagner les plus jeunes qui refusaient d'entrer dans certaines pièces. La directrice décida de mener sa propre enquête sur le passé du bâtiment. Elle découvrit que Philippe n'était pas mort d'une cause naturelle. Le spectre semblait revivre ses derniers instants à travers ces manifestations. Les lumières du couloir explosèrent l'une après l'autre dans un fracas de verre. Une ombre immense se projeta sur le mur du réfectoire. Les enfants durent être évacués en urgence vers la cour extérieure. Philippe restait sur le seuil, incapable de franchir la limite du bâtiment. Ses yeux reflétaient une tristesse infinie plutôt que de la malveillance. Un silence de mort retomba sur le centre de loisirs, maintenant désert. Les autorités locales furent appelées pour constater les dégâts matériels. Aucun court-circuit ne fut trouvé pour expliquer l'explosion des ampoules. Sur le tableau noir, un message était apparu « Ne m'oubliez pas ». Léo se demanda si Philippe essayait de protéger les enfants d'un danger futur. Car le centre avait été construit sur les fondations d'un ancien asile. D'autres entités, bien moins amicales, semblaient s'éveiller à leur tour. Les objets volants n'étaient que le début d'une escalade de violence paranormale. Pourquoi Philippe s'acharnait-il à rester ici malgré sa souffrance ? On raconte que son rire résonne encore les soirs de pleine lune. Les anciens du village refusent désormais de passer devant le bâtiment après minuit. L'histoire de Philippe nous rappelle que le passé ne meurt jamais vraiment. Mais les horreurs du monde invisible ne sont rien face à la cruauté humaine. Alors que les esprits hantent nos maisons, des prédateurs bien réels arpentent nos rues. Dans l'ombre d'une ruelle sombre du Pas-de-Calais, le danger changeait brusquement de visage. 2 silhouettes surgirent de la pénombre, barrant tout espoir de fuite. Le froid du Pas-de-Calais semblait se cristalliser instantanément dans mes poumons. Les 2 hommes qui bloquaient le passage ne bougeaient pas d'1 millimètre. Le premier portait une capuche grise tirée très bas sur son visage. Dans sa main droite, le métal d'un long couteau de cuisine luisait faiblement. Son complice, plus massif, balançait nonchalamment un pied de biche en acier. Je fis un pas en arrière, cherchant désespérément une issue de secours. Mais derrière moi, le mur de briques rouges semblait se refermer comme un piège. L'homme au couteau fit un pas lent vers moi en ricanant sourdement. Le bruit de ses semelles sur les pavés résonnait comme un glas dans le silence. Pourquoi m'avait-il choisi parmi tous les passagers du train ? Mon sac à dos contenait seulement quelques livres et un vieil ordinateur. L'homme au pied de biche frappa le sol, faisant jaillir des étincelles. « Donne-nous tout ce que tu as et peut-être qu'on te laissera partir », lança-t-il. Ma voix se perdit dans ma gorge alors que je tentais de répondre. Je sentis l'adrénaline envahir mon sang, me paralysant sur place. Le plus petit brandit son couteau à hauteur de mon visage. Je pouvais voir le reflet de la lune sur la lame d'acier inoxydable. Mes yeux cherchèrent une fenêtre éclairée, un signe de vie aux alentours. La rue était totalement déserte, comme si le monde entier s'était évaporé. Soudain, une pulsion de survie me poussa à agir. Je jetai mon sac à la figure du premier agresseur. Pris de court, il recula en essayant de parer l'objet volant. Je m'élançai dans l'interstice qu'il venait de laisser entre lui et le mur. Le deuxième homme hurla de rage et lança son pied de biche. L'arme en fer me frôla l'épaule, déchirant le tissu de mon manteau. Je courais à perdre haleine, mes poumons brûlant dans l'air glacial. J'entendais le martèlement de leurs pas lourds juste derrière moi. Je tournai brusquement au coin d'une ruelle sombre. Une impasse se dressait devant moi, bloquée par une haute grille en fer forgé. Je commençais à escalader les barreaux froids avec une énergie de désespoir. Le métal griffait mes mains, mais je ne sentais aucune douleur. Ils arrivèrent au pied de la grille alors que j'atteignais le sommet. L'homme au couteau frappa violemment les barreaux pour me faire tomber. Je basculai de l'autre côté, atterrissant lourdement sur le sol bétonné. La grille nous séparait désormais, créant une barrière infranchissable pour eux. Ils m'insultèrent à travers le métal avant de s'éloigner dans l'obscurité. Je restais prostré sur le sol, le cœur battant à tout rompre. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange sur mon bras. Sous la manche déchirée, une marque violacée commençait à apparaître. Ce n'était pas une blessure due au pied de biche, mais la forme exacte d'une main humaine. La marque semblait palpiter d'une lumière sombre et surnaturelle. Un froid glacial différent de celui de la nuit envahit soudain tout mon corps.
Derrière moi, le bruit d'un train se fit entendre, mais je n'étais plus à la gare. Une voix familière murmura mon nom depuis l'ombre d'un vieux wagon abandonné. L'environnement changeait autour de moi, me transportant vers un lieu que je ne reconnaissais pas. J'étais maintenant sur un quai de gare désolé, entouré par une brume épaisse. Les agresseurs avaient disparu, mais quelque chose de bien plus dangereux approchait. Un panneau indicateur grésillait, affichant une destination impossible. Le nom affiché était celui de ma propre maison, mais écrit à l'envers. Un sifflement strident déchira le silence alors qu'une locomotive noire surgissait de nulle part. La porte du wagon s'ouvrit lentement devant moi, révélant un vide infini. Une main invisible me poussa violemment vers l'intérieur du convoi. Je criais, mais aucun son ne sortit de mes lèvres alors que les portes se refermaient. Le train s'ébranla, m'emmenant vers la confrontation finale à Lyon-Part-Dieu. L'obscurité totale m'enveloppa et je sentis que je n'étais pas seul dans ce compartiment. Je suis resté immobile dans ce compartiment de train, écoutant le silence lourd qui m'entourait. Cette sensation de présence ne m'a pas quitté jusqu'à mon arrivée en gare de Lyon-Part-Dieu. Il était près de minuit et la gare semblait anormalement déserte pour un jour de semaine. Mes pas résonnaient contre le carrelage froid alors que je me dirigeais vers la sortie principale. Soudain, j'ai remarqué un groupe de 3 hommes qui me fixaient depuis le coin d'un pilier. Ils ont commencé à marcher dans ma direction avec une coordination qui n'avait rien de naturel. J'ai accéléré le pas, sentant mon cœur cogner violemment contre mes côtes. L'un d'eux m'a interpellé avec une voix basse et menaçante que je n'oublierai jamais. Leurs paroles étaient incohérentes, mélangeant des menaces et des questions sur des objets que je n'avais pas. Le plus grand a sorti un objet métallique qui a brillé sous les néons de la gare. J'ai compris à ce moment-là que ma sécurité ne tenait plus qu'à un fil. J'ai couru vers les escalators, espérant trouver un agent de sécurité ou un témoin. J'entendais leurs semelles claquer sur le sol derrière moi, se rapprochant inexorablement. Mes poumons brûlaient alors que j'atteignais le niveau supérieur de la galerie marchande. Les issues de secours semblaient toutes verrouillées par des chaînes épaisses. Je me suis retrouvé acculé contre une vitrine fermée, sans aucune échappatoire possible. Ils m'ont encerclé, leur visage marqué par une haine que je ne m'expliquais pas. J'ai tenté de négocier, mais le premier coup est parti sans aucun avertissement. La douleur a explosé dans mon épaule, me rappelant étrangement les marques d'Anita. C'est alors qu'un sifflet strident a déchiré le silence de la gare. Une patrouille de sécurité est apparue au bout du couloir, faisant fuir mes agresseurs. Je suis resté au sol quelques minutes, tremblant de tout mon corps malgré la chaleur ambiante. Cette nuit-là, j'ai réalisé que l'horreur n'était pas toujours surnaturelle. Toutes ces histoires que vous m'avez envoyées partagent un point commun essentiel. Qu'il s'agisse de fantômes ou d'humains malveillants, nous sommes tous vulnérables face à l'inconnu. Anita a fini par voir ses hématomes disparaître, mais la peur, elle, est restée ancrée. Antoine n'est plus jamais retourné dans ce château du Nord, laissant le mystère intact. Marie-Hélène a trouvé la paix en acceptant ses dons, malgré la tristesse des départs. L'esprit de Philippe continue peut-être de veiller sur ce centre de loisirs, à sa manière. Ces récits ne sont pas là pour nous terroriser gratuitement, mais pour nous rendre plus attentifs. Chaque ombre dans la rue ou chaque craquement dans une maison a une explication, même si elle nous échappe. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir partagé ces moments d'intimité brutale. Votre courage face à l'inexplicable est ce qui donne tout son sens à cette émission. Gardez toujours un œil sur ce qui vous entoure, car la réalité est parfois plus étrange que la fiction. Nous continuerons d'explorer ces zones d'ombre tant qu'il y aura des histoires à raconter. La vérité se cache souvent dans les détails les plus insignifiants de notre quotidien. Pour ce soir, les ombres se retirent et la lumière reprend ses droits. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul à ressentir l'invisible. Prenez soin de vous et restez en sécurité, peu importe où vous vous trouvez. Merci d'avoir suivi ces chroniques de l'inexplicable et à très bientôt pour de nouveaux mystères. Le silence retombe enfin sur le studio alors que les lumières s'éteignent une à une.